Très bien. Donc, pourquoi ai-je souhaité vous parler aujourd'hui de l'ère numérique, une expression que j'ai utilisée dans le titre de cette conférence? Bon, il y a deux raisons principales. Premièrement, parce que nous assistons à la naissance d'une nouvelle révolution technologique, encore discrète, certes, mais dont l'impact sera immense. Alors, dans les années qui viennent, elle va profondément transformer nos entreprises, nos universités et nos sociétés. Alors, deuxièmement, nous sommes en 2025. C'est une année que les Nations Unies ont proclamée Année internationale des sciences et technologies quantiques. Alors, elle coïncide avec le centenaire de l'émergence de cette science qu'est la mécanique quantique. Alors, c'est donc un moment privilégié pour réfléchir ensemble à ce que cette ère nouvelle signifie et à la place du Maroc et de l'Afrique dans cette nouvelle ère. Alors, comme vous allez le constater tout au long de cette présentation, le quantique va redéfinir la puissance scientifique et la souveraineté numérique des nations. Et mon objectif en tant que Marocain et Africain est de contribuer modestement, mais avec conviction, à placer le Maroc et l'Afrique au cœur de cette révolution naissante. Alors, 5 points sont à l'ordre du jour de cette conférence. Premier point, je commencerai par vous présenter les objectifs poursuivis par les Nations Unies en déclarant l'année 2025 Année internationale des sciences et technologies quantiques. Deuxième point, je vous parlerai ensuite très brièvement de l'histoire et des principaux concepts de la mécanique quantique, bien sûr sans rentrer dans la théorie ni dans les équations comme celle de Schrödinger. Troisième point, nous verrons comment cette mécanique quantique est aujourd'hui utilisée pour inventer une nouvelle forme d'informatique que l'on appelle tout naturellement l'informatique quantique. Et quatrième point, je parlerai ensuite d'un sujet crucial, le fossé quantique, un nouveau déséquilibre technologique qui risque de se creuser entre les pays développés et les pays en développement, notamment les pays africains. Nous évoquerons également les risques sécuritaires liés à ces nouvelles technologies, en particulier le Key Day, Key pour quantique. Et enfin, je conclurai cette conférence en proposant une stratégie raisonnée pour le développement de l'informatique quantique au Maroc et en Afrique. Alors, l'année 2025, c'est l'année que les Nations Unies ont officiellement proclamé Année internationale des sciences et technologies quantiques. Alors, cette décision historique, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, marque une reconnaissance mondiale, celle de l'importance du quantique dans la science, dans l'économie et dans le futur de nos sociétés. Cette initiative a été soutenue par plus de 70 pays dans le monde, dont plusieurs nations africaines, à peu près une quinzaine de pays africains. Alors, en proclamant cette année internationale, l'ONU envoie un message fort. C'est que la science quantique n'est plus un sujet réservé aux laboratoires ou aux grandes puissances technologiques. C'est un enjeu collectif, un patrimoine scientifique mondial et une opportunité pour tous les pays, y compris ceux du Sud et bien entendu les pays africains. Alors, les objectifs principaux de cette initiative sont clairs. D'abord, éduquer et informer. Donc, il faut faire découvrir
aux citoyens du monde, jeunes ou moins jeunes, ce qu'est le quantique et pourquoi il bouleverse notre manière de comprendre la nature. Ensuite, encourager la coopération internationale, car les défis, comme d'autres défis, ne peuvent être affrontés seuls. Et enfin, renforcer la participation des pays en développement. Ici, il ne s'agit pas seulement de suivre les révolutions ou la révolution quantique, mais d'y participer activement. Alors, pourquoi la question que vous vous posez certainement, mais pourquoi on a placé sous les projecteurs, maintenant, en 2025, les sciences et technologies quantiques? Alors, tout d'abord, l'année 2025 marque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le centenaire de l'émergence de la mécanique quantique avec les travaux des physiciens comme Heisenberg, Born, Schrödinger, de Broglie, Dirac, Pauli et d'autres. D'ailleurs, je vais y revenir plus tard. Et ensuite, la course à la suprématie quantique a déjà commencé et elle est décisive. Donc, cette course est entre plusieurs pays développés, les États-Unis et la Chine en premier, suivis de quelques pays européens, mais aussi de quelques pays du Sud global, comme l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. Alors, les grandes puissances mondiales ont commencé ou ont annoncé des investissements publics considérables dans les technologies quantiques. Alors, le total des investissements nationaux annoncés a atteint environ 54 milliards de dollars américains, incluant les annonces qui ont été faites jusqu'en avril de cette année. Alors, le tableau que vous voyez sur cet écran montre la répartition de ce montant. La Chine vient en tête avec plus de 15 milliards de dollars, suivi du Japon, des États-Unis et de l'Allemagne. Alors, l'année internationale 2025, ce n'est donc pas juste une année pour célébrer le quantique, c'est le signal que la révolution quantique entre dans sa phase opérationnelle et géopolitique. Alors, pour le Maroc et pour l'Afrique, l'année 2025 doit représenter une invitation à comprendre cette révolution, à s'y préparer et à en saisir les opportunités. 2025 doit être pour nous tous le point de départ d'une ambition quantique africaine, celle de comprendre, d'anticiper et de maîtriser ces technologies. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième partie de cet exposé, dans lequel je vais présenter très brièvement l'histoire passionnante de la mécanique quantique. Une histoire pleine de découvertes faites par des génies visionnaires qui ont osé défier les lois établies de la physique classique. Alors, pour bien comprendre l'ère quantique dont nous parlons aujourd'hui, il faut d'abord remonter dans le temps. Et on va jusqu'à 1900. Alors, en fait, tout commence en 1900, donc le début du XXe siècle, avec le physicien allemand Max Planck. Alors, il présente une idée qui va tout changer. L'énergie, c'est quoi cette idée? C'est l'énergie n'est pas émise de façon ou de manière continue, mais par de petits paquets qu'il appelle des quantas. C'est une idée incroyable pour l'époque, donc pour l'année 1900, car elle vient contredire des siècles de certitude, surtout avec la mécanique classique. Cette découverte marque la naissance de la physique quantique et vaudra à Max Planck le prix Nobel de physique en 1918. Et d'ailleurs, on le considère encore aujourd'hui
comme le père fondateur de la mécanique quantique. Alors, quelques années plus tard, en 1905, qui est considérée comme l'année miraculeuse d'Albert Einstein, alors une autre découverte va ébranler les certitudes de ce début de XXe siècle. Alors, Einstein montre que la lumière elle-même est composée de petites particules d'énergie qui seront appelées plus tard par le physicien américain Gilbert Newton Lewis des photons. Alors, cette découverte explique l'effet photoélectrique, un phénomène où la lumière peut arracher des électrons à un métal. Et c'est ce même principe qui sert aujourd'hui, par exemple, dans les cellules photovoltaïques et beaucoup d'autres technologies du quotidien. Alors Einstein recevra le prix Nobel en 1921 pour cette découverte, et non pas pour les autres découvertes qu'il a faites, notamment la relativité restreinte ou la relativité générale. Alors, la découverte d'Einstein montre que la lumière n'est pas seulement une onde, elle est aussi une particule. Et c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule de la lumière. Alors, en effet, on savait déjà que la lumière était une onde grâce au physicien britannique Thomas Young qui, vers 1801, donc le début du 19e siècle, il réalise une expérience restée célèbre qu'on appelle les fentes de Young. Alors, il fait passer, donc Young, de la lumière à travers deux fines fentes très rapprochées et observe sur un écran derrière des franges lumineuses, des zones claires et des zones sombres. Alors c'est le signe d'un phénomène qu'on appelle l'interférence des ondes. Donc, deux ondes se croisent, elles peuvent s'ajouter ou s'annuler, et donc cette expérience montre que la lumière se comporte comme une onde. Donc, en combinant les travaux de Young et d'Einstein, les scientifiques nous disent que la lumière est à la fois onde et particule. Donc, un concept étrange, mais fondamental. Alors, ce phénomène va être utilisé de façon intensive par l'informatique quantique pour pouvoir choisir rapidement la bonne solution à un problème donné parmi une multitude de solutions possibles, parfois des millions de solutions possibles. Alors, nous allons maintenant sauter vers l'année 1924. Un prince français, mais également un physicien, Louis de Broglie, fait une proposition très audacieuse pour l'époque. Alors, si la lumière, la proposition est la suivante, si la lumière, qui est une onde, peut se comporter comme une particule, alors la matière, elle aussi peut se comporter comme une onde. Alors, donc il démontre que chaque particule de matière possède une longueur d'onde et que le monde matériel est bien plus mystérieux qu'on ne l'imaginait. Et donc cette idée appelée dualité onde-corpuscule de la matière lui vaudra le prix Nobel de physique en 1929. Alors cette dualité n'a été démontrée expérimentalement qu'en 1961 par le physicien allemand Klaus Johnson, qui a repris l'expérience des doubles fentes de Young, mais cette fois-ci en envoyant des électrons à la place des photons. Alors, l'année suivante, 1925, alors d'ailleurs c'est une année particulière, Werner Heisenberg, un physicien allemand, développe
la première théorie robuste de la mécanique quantique, qu'on appelle la mécanique quantique matricielle. C'est une théorie très puissante pour décrire les particules. C'est d'ailleurs cette date, 1925, la date de publication des travaux de Heisenberg, qui a été considérée par les Nations Unies comme point de départ de l'émergence réelle de la mécanique quantique. Alors, 2 ans plus tard, le même Werner Heisenberg formule un principe très important et très bizarre lui aussi, le principe d'incertitude. Qu'est-ce qu'il dit? On ne peut pas connaître avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Donc, plus on sait l'une, moins on sait l'autre. C'est une loi fondamentale de la nature et elle démontre que le monde quantique est probabiliste et non pas déterministe. Alors, l'année suivante, 1926, le physicien autrichien Erwin Schrödinger développe une deuxième théorie également robuste et puissante qu'on appelle la mécanique quantique ondulatoire. Alors, il écrit sa célèbre équation qui porte son nom, l'équation de Schrödinger, et cette équation décrit comment évolue l'état quantique d'un système avec le temps. Alors, tout le monde s'accorde à dire que cette équation est à la mécanique quantique ce que les lois de Newton sont à la mécanique classique. Alors, parmi les idées les plus étranges de la mécanique quantique, il y a celle de la superposition quantique. Alors, elle dit qu'une particule peut être dans plusieurs états en même temps, jusqu'à ce qu'on mesure l'état de cette particule. Alors, par exemple, si on prend le spin d'une particule qui peut être up ou down, mais lorsque la particule est en superposition, elle est à la fois up et down et un nombre incalculable d'états entre les deux. Alors, mais lorsqu'on veut mesurer le spin de cette particule en superposition, la mesure donne soit up, soit down. On dit que la fonction d'onde de la particule s'est effondrée. Alors, c'est Schrödinger qui a parlé en premier de ce phénomène de superposition. Et quelques années plus tard, en 1935, il a illustré ce phénomène avec sa célèbre expérience de pensée, connue sous le nom le chat de Schrödinger. Cette expérience montre qu'un chat enfermé dans une boîte avec une petite capsule contenant du poison et qui s'ouvrirait et se fermerait suivant l'état quantique d'une particule serait à la fois vivant et mort, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte. Bien entendu, c'est absurde à notre échelle macroscopique, mais parfaitement vrai dans le monde quantique. Alors, un autre phénomène fascinant, c'est l'intrication quantique. Alors qu'est-ce qu'il dit ce phénomène? Quand deux particules sont intriquées, elles deviennent liées profondément, comme si elles partageaient un secret commun. Alors, ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre, même si elles sont séparées par des kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Alors, par analogie, on suppose que deux pièces sont soudées entre elles, comme le montre cette photo. Alors, si on jette ces deux pièces collées en l'air, elles vont tomber soit tous les deux pile, soit toutes les deux face. Et on peut dire que ces deux pièces sont intriguées.
Alors, Einstein n'aimait pas toutes ces idées. Il parlait d'une action fantomatique à distance pour l'intrication et disait Dieu ne joue pas au dé avec l'univers lorsqu'il parlait de la superposition et le caractère probabiliste de la mécanique quantique. Alors, mais les expériences modernes ont prouvé qu'il avait tort, que la superposition et l'intrication et d'autres phénomènes quantiques sont bien réels. Alors, les découvertes et inventions dans le quantique ne s'arrêtent pas, bien sûr, en 1926 avec Schrödinger. Elles durent depuis 125 ans maintenant. Alors, beaucoup d'autres scientifiques ont contribué à faire avancer cette science. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le 7 octobre exactement de cette année, 2 physiciens américains et un physicien français ont obtenu le prix Nobel de physique pour la découverte de l'effet tunnel de la mécanique quantique macroscopique et de la quantification de l'énergie dans un circuit électrique. Donc, il s'agit des physiciens John Clark, Michel Dévoré et John Martin. Alors, dans le troisième axe que nous verrons maintenant, alors, nous verrons comment ces principes, superposition, intrication, dualité onde-corpuscule, ont donné naissance à une nouvelle informatique, une informatique inspirée de la nature elle-même, ce qu'on appelle, bien entendu, l'informatique quantique. Alors, tout commence avec une idée simple, mais révolutionnaire, proposée par le physicien américain Richard Feynman en 1981. Alors, lors d'une célèbre conférence qu'il a donnée au MIT, et qu'il avait intitulée Simulating Physics with Computer, alors Richard Feynman propose d'utiliser la mécanique quantique elle-même pour faire de la simulation, simuler, dont il parlait de la simulation du comportement de la nature, par exemple pour comprendre comment une molécule se forme. Alors, il disait que nos ordinateurs classiques sont terriblement inefficaces parce que la nature, au niveau atomique, obéit aux lois quantiques et simuler des systèmes quantiques avec des bits classiques, des 0 et des 1, demande une puissance de calcul qui devient rapidement impossible, même pour les plus grands supercalculateurs. Alors, autrement dit, pour Feynman, seul un système quantique peut simuler efficacement un autre système quantique. Et il introduit ainsi l'idée du simulateur quantique qui est le précurseur de l'ordinateur quantique. Alors, Richard Feynman a reçu le prix Nobel de physique en 1961 pour ses travaux sur l'électrodynamique quantique. Alors, nous sommes donc devant un changement de paradigme. Alors, ce changement de paradigme se matérialise tout d'abord par l'introduction d'une nouvelle unité d'information, le qubit, pour quantum bit ou le bit quantique. Alors, dans un ordinateur quantique, cette nouvelle unité d'information, le qubit, peut être 0 et 1 à la fois, grâce au principe de superposition que nous avons discuté tout à l'heure. Alors, autrement dit, un qubit, lorsqu'il est en superposition, n'est pas dans un seul état, mais il est dans une infinité d'états intermédiaires. Et lorsqu'on mesure le qubit, il prend une valeur déterminée, soit 0, soit 1. Alors, dans ce schéma que vous voyez à l'écran, il a 80% de chances de prendre la valeur 1 et 20% de chances de prendre la valeur 0. Et c'est cette richesse d'état qui donne à l'ordinateur quantique sa puissance
exponentielle. Alors, comment fabrique-t-on les qubits qui vont servir pour le calcul dans les ordinateurs quantiques? Alors, plusieurs technologies existent qui reposent sur différentes particules élémentaires ou quasi-particules et chacune ayant des avantages et des inconvénients. Alors, les principales technologies aujourd'hui sont tout d'abord les technologies à base de ce qu'on appelle les qubits supraconducteurs, qui sont utilisés par les entreprises IBM, Google ou Rigetti. Alors, ils reposent sur des circuits électriques qui sont refroidis à des températures proches du zéro absolu et ce sont actuellement d'ailleurs les plus avancés industriellement. Il y a aussi la technologie à base d'ions piégés. C'est des atomes chargés, confinés dans un champ électromagnétique et manipulés par des lasers. Ils sont très stables et ils offrent une excellente fidélité de calcul. Alors, c'est les technologies qui sont utilisées par les entreprises comme IonQ, Quantinuum ou Alpine Quantum Technologies. Troisième technologie, c'est la technologie qui utilise les photons. Donc, c'est l'informatique quantique photonique. Alors, il utilise la lumière plutôt que de la matière et elle présente le grand avantage de fonctionner à température ambiante et ouvre la voie à des réseaux quantiques à grande échelle. C'est des technologies qui sont utilisées par les entreprises Xanadu et Quix Quantum. Alors, il y a aussi deux autres types de technologies, les technologies à base de spin d'électrons et des technologies à base d'atomes neutres. Alors, chacune de ces 5 types de technologies a ses avantages et bien entendu ses défis, mais toutes partagent un objectif commun, c'est créer des machines capables de maintenir des états quantiques stables suffisamment longtemps pour effectuer des calculs fiables. Alors, regardons maintenant les protocoles, les applications, les algorithmes quantiques qui sont élaborés par des scientifiques internationaux. Alors, on va regarder tout d'abord le protocole qu'on appelle BB84. C'est le premier protocole cryptographique quantique. Il a été élaboré en 1984 par deux cryptologues nord-américains, Charles Bennett et Gilles Brassard. Alors, ce protocole BB84 permet à deux particules de s'entendre sur une clé secrète en utilisant des états quantiques, tout en garantissant que toute écoute est détectable. Alors, ce protocole BB84 a eu un impact considérable. Il a non seulement lancé un nouveau domaine de recherche, mais il a aussi démontré de manière éclatante le potentiel de la mécanique quantique pour des applications pratiques au-delà de la physique fondamentale. Alors, une année plus tard, en 1985, le physicien britannique David Deutsch invente le premier algorithme quantique de l'histoire. Bien que simple, il a prouvé pour la première fois qu'un ordinateur quantique pouvait résoudre un problème spécifique en moins d'étapes qu'un ordinateur classique, démontrant ainsi une certaine supériorité quantique conceptuelle. Alors, ce protocole a été généralisé en 1992 par le mathématicien Richard Shawzak. Alors, quelques années plus tard, en 1994, le mathématicien et informaticien américain Peter Shor propose un algorithme quantique qui factorise de grands nombres entiers en facteurs premiers. Alors, cet algorithme démontre qu'un ordinateur quantique pourrait briser la plupart des systèmes de cryptographie à clé publique utilisés aujourd'hui, notamment le chiffrement ESA. Alors,
En d'autres termes, un ordinateur quantique suffisamment puissant pourrait un jour rendre obsolètes les systèmes de sécurité numérique du monde entier. C'est pourquoi l'algorithme de Shor est vu comme la plus grande menace pour la cryptographie moderne. Alors, cette menace a accéléré la recherche de nouveaux algorithmes cryptographiques résistants à ces attaques quantiques et qu'on appelle la cryptographie post-quantique. Alors, l'algorithme de Shor est considéré comme la killer application qui a motivé les investissements mondiaux dans l'informatique quantique. Alors, entre l'année 2000 et 2025, les progrès ont été réellement spectaculaires. Alors, mais soyons clairs, nous avons beaucoup de prototypes d'ordinateurs quantiques actuellement, mais qui ne sont pas encore des ordinateurs quantiques universels. Ça veut dire que c'est des ordinateurs qui peuvent exécuter n'importe quel algorithme quantique. Alors, nous sommes encore dans une phase intermédiaire, celle du NISQ, NISK, pour Noisy Intermediate Scale Quantum, c'est-à-dire des machines encore imparfaites, mais déjà puissantes pour certaines tâches précises. Alors, ce qui est important de savoir pour tous ceux qui souhaitent démarrer dans cette nouvelle discipline qu'est l'informatique quantique, c'est qu'il existe un certain nombre de plateformes cloud qui donnent accès à des ordinateurs quantiques ou à des simulateurs d'ordinateurs quantiques. Alors, dans le slide que vous avez en face de vous, j'ai mis les noms et adresses des principales plateformes, 3 principales plateformes, et c'est un excellent moyen de démarrer l'aventure quantique. Alors, j'ai terminé avec ce 3e axe de ma présentation, et ce que je peux dire pour conclure, c'est que l'idée de Feynman n'était pas un rêve, c'était une prophétie. Et donc aujourd'hui, nous construisons réellement des machines, certes imparfaites, mais qui pensent selon les lois de la nature, et nous sommes entrés dans l'ère quantique. Alors, mais cette ère comporte aussi des risques, notamment pour les pays qui resteraient spectateurs, et c'est ce que nous allons voir dans ce 4e axe. Alors, nous avons tous entendu parler du fossé numérique qui a séparé pendant des décennies les pays développés et ceux en développement. Il n'est toujours pas comblé complètement. Mais une nouvelle fracture est en train d'apparaître, c'est le fossé quantique. D'un côté, les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, le Japon, investissent des milliards dans la recherche quantique. Elles construisent des laboratoires, forment des ingénieurs, déposent des brevets, créent des startups. Elles se préparent à maîtriser ces technologies du futur. Alors, de l'autre côté, la plupart des pays africains, y compris le Maroc, commencent à peine à entrer dans cette course. Non pas par manque d'intelligence ou de volonté, mais par manque de moyens, de formation et de coordination. Alors, le fossé quantique est multidimensionnel. Première dimension, c'est le fossé des compétences. Il faut savoir que la bataille se joue aujourd'hui dans les universités et les centres de recherche du monde entier, alors qui forment une nouvelle génération d'élites. Alors, deuxième dimension, c'est la dimension des infrastructures. Avoir un accès, même à distance, à un ordinateur quantique est essentiel pour faire de la formation et de la recherche. Les groupes industriels et la nation qui possèdent ces machines vont définir les règles du jeu
les règles du jeu maintenant et demain. Alors, et bien entendu, sans une recherche active et financée dans ce domaine, nos pays africains risquent de se retrouver en situation de dépendance technologique permanente, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres secteurs, malheureusement. Alors, mais la dimension la plus critique, c'est le fossé sécuritaire. C'est la menace du Kidai. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce terme. Le Kidai est le jour qui pourrait survenir dans 5, 10 ou même 15 ans, où un ordinateur quantique assez puissant sera capable de casser les algorithmes de chiffrement qui protègent notre monde numérique d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que toutes les communications que vous pensez sécuriser, vos transactions bancaires en ligne, les données de votre entreprise, les échanges gouvernementaux, les dossiers de santé, etc., pourront être déchiffrés et lus. Alors, les conséquences sont nombreuses. Une souveraineté numérique violée, nos secrets nationaux, nos stratégies économiques seront à la merci de ceux qui possèdent la technologie quantique. Une stabilité économique qui sera menacée. D'ailleurs, tout le système financier repose sur la confiance dans le chiffrement. Si cette confiance s'effondre, c'est le chaos. Et une dépendance stratégique. Nous serions obligés d'acheter des solutions de sécurité post-quantique à l'étranger sans aucune maîtrise de leur intégrité. Alors, le Kidai n'est pas une fiction. La course est déjà lancée pour développer une nouvelle cryptographie dite post-quantique capable de résister à ces attaques. Les grands laboratoires de recherche y travaillent depuis déjà quelques années et il faut que nos laboratoires de recherche africains y travaillent également. Alors, le fossé quantique n'est pas une fatalité, c'est une invitation à agir et ce n'est pas encore trop tard. Mais il serait dangereux d'attendre encore. La révolution quantique ne se fera pas contre l'Afrique, ni sans l'Afrique, mais avec l'Afrique, si nous décidons d'en être les acteurs. Le Maroc et d'autres nations africaines ont la responsabilité de montrer la voie. Alors, c'est pour cela qu'il nous faut une stratégie raisonnée, réaliste et ambitieuse. Et je vais faire une proposition d'une stratégie dans ce sens. Et donc, c'est le sujet de ce dernier point de ma présentation. Alors, pourquoi une stratégie raisonnée? Alors, le mot raisonné n'est pas choisi au hasard. Il signifie une stratégie lucide fondée sur les réalités du terrain africain, mais aussi visionnaire, tournée vers l'avenir. L'Afrique ne peut pas, pour l'instant, rivaliser financièrement avec les grandes puissances qui investissent des milliards dans la recherche quantique. Une stratégie raisonnée, c'est accepter nos limites sans renoncer à nos ambitions. C'est bâtir des fondations solides, la formation, la recherche scientifique, la coopération, la gouvernance. Et c'est sur ces 4 piliers que repose tout l'avenir du quantique africain. Alors, le premier pilier, c'est la formation. Aucune stratégie ne peut réussir sans capital humain. Alors, l'Afrique, comme vous le savez, regorge de jeunes talents curieux, connectés, qui sont aussi passionnés par les sciences, mais ces talents doivent être orientés, formés et accompagnés vers les nouveaux métiers du quantique, notamment l'informatique quantique et la cryptographie post-quantique. Alors concrètement, il faut introduire dès le lycée des cours sur la mécanique quantique appliquée et l'informatique quantique, et au niveau de l'université, aller vers plus d'approfondissement et de spécialisation.
faut créer des bachelors et des masters spécialisés, financer des laboratoires pour les travaux pratiques, favoriser les écoles d'été et les programmes de mobilité africains pour que les étudiants puissent se former ensemble, soutenir la formation continue des enseignants et aussi la mise à jour des programmes scientifiques. Alors, beaucoup de nos universités africaines sont capables de se structurer pour faire ce saut vers le quantique. Bien sûr, il est primordial que les ministères en charge de l'enseignement supérieur les accompagnent, notamment financièrement. Alors, le deuxième pilier, c'est la recherche scientifique. Alors, bien entendu, le quantique n'est pas une technologie ou une science figée, c'est un domaine en pleine évolution et c'est en participant à cette évolution que l'Afrique trouvera sa place. Alors, les gouvernements africains devraient allouer des ressources importantes à la recherche quantique et encourager la création de laboratoires de recherche appliquée et favoriser également les études doctorales dans nos universités et instituts. Ces laboratoires peuvent se concentrer sur des domaines où le quantique a un impact direct sur nos besoins continentaux. Et ici, sur ce slide, je donne un certain nombre de ces besoins et ces thèmes qui ne sont pas théoriques, ils sont au cœur des priorités africaines. Alors, la question importante qui se pose est comment les États africains peuvent aider leurs laboratoires à accéder à la technologie quantique. Alors, on le sait, il y a 3 catégories d'États selon leur mode d'accès à la technologie quantique. Ceux qui construisent leur propre capacité souveraine, ceux qui achètent du matériel et des logiciels, et ceux qui se limitent à l'accès au cloud. Alors, la première catégorie de pays, qu'on peut appeler les build states, ils cherchent à être des pionniers dans le développement de capacités souveraines en informatique quantique. Ils lancent des stratégies nationales et investissent massivement des fonds publics pour soutenir les chercheurs et les universitaires. C'est par exemple les États-Unis, la Chine, le Japon et beaucoup de pays européens. Alors, deuxième catégorie de pays qu'on peut appeler les procure states sont ceux qui cherchent à développer des ordinateurs quantiques souverains en acquérant du matériel et des logiciels par le biais de partenariats stratégiques commerciaux. Donc, ils veulent sauter cette étape de l'investissement en R&D, surtout dans le matériel quantique. Mais, bien entendu, en faisant ça, ils restent vulnérables au régime de contrôle des exportations et parfois de sanctions. Alors, et puis, la troisième catégorie de pays qu'on peut appeler les Cloud Access States, alors ce sont les pays qui n'ont pas d'initiative d'ordinateur quantique souverain et les services commerciaux d'accès au cloud sont souvent le seul point d'accès à cette technologie. Et la majorité des pays africains seront probablement parmi les pays du Sud global qui travailleront dans un premier temps avec les accès cloud. Alors, d'ailleurs, le Maroc, qui dans cette catégorie, cette troisième catégorie, avec les pays africains, pourrait héberger un centre africain de simulation quantique qui serait accessible à tous les chercheurs du continent via le cloud. Un tel centre permettrait à des centaines d'étudiants, doctorants africains, de manipuler des qubits virtuels, d'écrire des algorithmes quantiques et d'apprendre en pratique. Alors, troisième pilier de la stratégie est la coopération. Et aucun pays africain, même riche, ne peut affronter seul la complexité du quantique. L'Afrique doit adopter une approche collective et solidaire et la coopération est bien entendu nécessaire entre les pays africains eux-mêmes dans le cadre peut-être d'un réseau panafricain
qui sera l'outil idoine de cette coopération continentale, surtout dans le domaine ou les domaines de la formation et de la recherche scientifique. Bien entendu, il faut établir aussi des partenariats stratégiques avec des institutions de recherche internationales et des entreprises technologiques internationales pour accélérer l'adoption des innovations quantiques par l'Afrique. Alors, la coopération permettra de défendre une vision commune du développement technologique. C'est la raison d'être de la stratégie africaine Sciences, Technologie et Innovation 2034 de l'Union africaine. Et donc, il serait peut-être temps d'intégrer à cette stratégie un pilier quantique dans le cadre, bien sûr, de cette coopération renforcée. Alors, d'un autre côté, il faut utiliser les positions stratégiques du Maroc et de quelques autres nations africaines pour créer des opportunités de collaboration avec des centres européens, asiatiques ou nord-américains pour les échanges d'expertise et le développement des infrastructures. Alors, la coopération doit être tout azimut et elle est cruciale, même si, bien entendu, elle demande du temps, de la patience et aussi des budgets dédiés. Alors, le dernier pilier de la stratégie, la gouvernance, et bien sûr, sans gouvernance éclairée et efficiente, les trois précédents piliers n'atteindront pas leur objectif. Alors, 4 éléments importants à considérer. Il faut tout d'abord mettre en place des task forces nationales qui seront les points focaux du réseau panafricain dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ces task forces réuniront le gouvernement, les universités, le secteur privé et les services de sécurité. Alors, leur rôle serait de définir les priorités, allouer les ressources et évaluer les vulnérabilités. Alors, deuxièmement, les pays africains ont besoin d'un cadre légal et éthique pour l'utilisation de ces technologies quantiques, notamment la cryptographie post-quantique. Une convention type Malabo est certainement nécessaire. Alors, par ailleurs, il est primordial de trouver les financements à la hauteur de l'ambition souhaitée. Et enfin, il faut travailler sa communication envers le grand public, les universitaires, les étudiants, les entreprises et les décideurs pour les sensibiliser à l'ère nouvelle qui s'ouvre sur le monde, cette ère quantique. Si nous travaillons convenablement sur ces 4 piliers, il n'y a pas de raison que cette stratégie ne fonctionne pas. Alors, pour conclure cette présentation, je dirais que la stratégie que je viens de proposer est raisonnable, elle est ambitieuse, mais réalisable. Elle ne demande pas des milliards immédiats, mais elle demande de la volonté politique, de la vision et un investissement courageux dans notre jeunesse et notre matière grise. Et mon dernier mot pour clore cette conférence, je dirais que le futur quantique se construit maintenant. Le Maroc et l'Afrique doivent en être acteurs et non pas des spectateurs. Et je vous remercie beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur. C'était vraiment une excellente présentation. J'ai beaucoup en profité. J'avais tellement de questions, mais à chaque moment, vous répondez à ces questions avec la suggestion de votre suggestion, en fait. Alors, j'espère que les autres membres de l'équipe aussi, comme les intervenants, ont aussi des questions. Les voilà. Je pense qu'on a quelques questions dans les chats. Alors, je laisse
au professeur pour essayer de répondre à ces questions. Et un dernier rappel pour ceux qui veulent répondre par la parole, vous pouvez allumer votre micro ou lever les mains et vous aurez l'opportunité d'en parler. Docteur, professeur, vous pouvez répondre. Oui, je vous écoute. Donc, je suis en train de chercher où sont ces questions. En fait, c'est dans le point rouge ici, à côté. Où? Oui, juste, je vois votre camp, en fait, vous êtes presque là. Il y a, sur les images ici, comment dirais-je, les participants, il y a en bas là-bas les messages, les messages. Sous les Côté des participants. participants. Oui, ici, il y a en bas où il y a les points rouges. À gauche, à gauche. Ah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà, donc je vois. OK. Alors, 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 la première question que je vois là, le Maroc a-t-il déjà une stratégie nationale pour développer la technologie quantique? La réponse est rapide, pas encore. Nous n'avons pas encore de stratégie nationale dans ce domaine. Donc, en fait, cette année 2025, peut-être, on parle beaucoup de quantique actuellement dans nos universités et aussi l'Académie Hassan II des sciences et techniques a parlé énormément de l'ère quantique cette année. Donc, j'espère que yani, le gouvernement marocain, essentiellement l'enseignement supérieur ou le ministère des technologies numériques, peut-être il va donner une importance à ce sujet. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore de stratégie. Alors, une autre question, quels sont les principaux domaines où la technologie quantique peut transformer l'Afrique dans les 5 à 10 ans prochains? En fait, la, la mécanique, l'informatique quantique, pardon, donc peut être utilisée dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, je l'ai mis dans un des slides. Donc, ça peut être introduite pour simuler ou pour travailler dans tout ce qui est agriculture, tout ce qui est environnement, tout ce qui est santé. Tous ces domaines peuvent être des sujets importants pour l'informatique quantique. Et donc, on le sait, l'informatique classique parfois a du mal à simuler et traiter ces domaines de façon convenable, on va dire, parce qu'il y a une limitation dans le calcul, parce que ça demande une capacité de calcul énorme. Alors, cette capacité de calcul énorme, on la trouve dans l'informatique quantique. Et donc, il faut développer des algorithmes, des applications quantiques qui vont traiter ces problématiques qui sont importantes pour les pays africains et aussi pour le Maroc. Alors, il y a une autre question. Alors, quelles compétences spécifiques seront les plus demandées dans l'industrie quantique au Maroc et en Afrique? Alors, bien entendu, il faut que, je l'ai dit aussi dans un de mes slides, nous avons besoin de former une nouvelle génération qui connaît la mécanique quantique, mais aussi connaît surtout l'informatique quantique. Et donc, nous avons besoin de développer des cursus au niveau de bachelor, au niveau de master, mais je l'ai dit aussi, pourquoi pas, dès le lycée, commencer à parler de quantique pour nos lycéens. Et donc,
je sais que certains pays le font. Ça veut dire qu'ils ont, notamment aux États-Unis, il y a des programmes pour les lycéens. Donc, bien entendu, c'est des programmes de base, mais bien entendu, ça leur donne goût à cette mécanique quantique, à cette informatique quantique. Et puis, bien entendu, au niveau de l'enseignement supérieur, ils peuvent suivre des formations dures et en informatique quantique et en mécanique quantique. Et ça, je sais par exemple que l'Allemagne a un grand nombre de masters dans ce domaine. Et puis, dans d'autres pays aussi. Alors, il faut que nos pays africains puissent aussi introduire, peut-être ils l'ont fait dans certaines universités, tant mieux, mais il faut qu'on le fasse de façon beaucoup plus, avec un grand nombre, ça veut dire on peut toucher un grand nombre d'étudiants. Alors d'ailleurs, cette année, à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, donc ils ont commencé à avoir un cours sur l'informatique quantique, que d'ailleurs c'est moi-même qui l'a donné cette année. Alors une autre question, quels sont les obstacles techniques majeurs pour le déploiement des technologies quantiques au Maroc et en Afrique? Alors, les obstacles, tout d'abord, c'est un obstacle de compétences. Je viens de le dire, nous n'avons pas encore les compétences nécessaires, mais donc il faut les former. Et puis, nous avons besoin d'infrastructures. Alors, je le sais, c'est très difficile pour le moment qu'on commence à réfléchir à construire un ordinateur quantique, mais c'est d'utiliser, je l'ai dit tout à l'heure, les accès cloud pour et financer ces accès cloud pour une grande partie de nos chercheurs et de nos professeurs et de nos étudiants pour qu'ils puissent programmer leurs algorithmes quantiques, les tester. Et j'ai aussi proposé qu'un centre de simulation quantique puisse être basé au Maroc, mais aussi peut-être dans d'autres pays africains, pour aider nos étudiants, nos professeurs à développer la formation et la recherche dans ce domaine. Donc pour moi, le plus grand obstacle à relever, ou le défi à relever, c'est l'obstacle de la formation des talents africains. Et on peut le faire et rapidement. Voilà, je crois que c'était les questions que j'ai voilà, les questions qui ont été proposées par les participants. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oh, je pense pas. En fait, c'était un sujet très intéressant, bien structuré, avec une problématique bien précisée et les solutions en fait réalisables dans notre temps. Alors avec cela, je vous remercie infiniment pour cette présentation et j'espère que nous pourrons avoir une autre session avec vous. Aussi, je pense que les participants peuvent témoigner que c'était vraiment enrichissant et c'était quelque chose qui nous appelait. J'espère que ça vous avait plu en fait de présenter à nous aussi. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre présentation pour aujourd'hui. Je vais remercier à toutes les personnes qui sont venues et enfin aussi remercier à notre professeur aujourd'hui, M. Mourabat.
Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour cette occasion que vous m'avez donnée pour présenter ces technologies, cette révolution qui s'opère dans le monde et il faut que nos pays africains puissent commencer à rentrer dans cette révolution quantique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Marabout. C'était très intéressant. Merci. Merci, au revoir.